Bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce mardi 11 avril. Dans cette édition, plein phare sur ces librairies indépendantes installées en campagne et qui semblent trouver leur clientèle malgré la concurrence en ligne. Découvrez également la nouvelle cour éco-responsable entièrement imaginée par les élèves de l'école primaire Paul Verlaine du Ban Saint-Martin. Nous mettrons également en lumière Moselaine, une coopérative née pour valoriser la laine de mouton local en la transformant en isolant par exemple. Les détails dans quelques minutes. Pour la météo de mercredi, le ciel sera gris toute la journée avec des averses le matin et quelques timides éclaircies, température comprise entre 6 et 12 degrés. Ce mardi 11 avril marque la journée mondiale du Parkinson, maladie neurodégénérative qui touche plus de 270 000 personnes en France. Alors comment sensibiliser autour de cette maladie? Evelyne Briouat, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la déléguée comité 57 France Parkinson et vous allez répondre à nos questions ce soir. On vous retrouve dans quelques minutes, le temps de développer les titres. Et on démarre cette édition avec du tennis, mais pas sur les cours, plutôt côté coulisses. La fin du long feuilleton judiciaire autour du Moselle Open a pris fin ce mardi après-midi. Pour rappel, Éric Lucas, l'ancien manager du tournoi, et quelques actionnaires avaient remis en cause sa vente à la société All In Moselle, plus particulièrement à Joe-Wilfried Tsonga et Thierry Assion, estimant que la cession était intervenue au mépris de leurs droits de préemption. Après un premier rendez-vous mi-janvier, la chambre commerciale du tribunal de Metz a donc rendu son délibéré en faveur des anciens champions, estimant la vente valide à cause d'un mauvais exercice du droit de préemption de la part des plaignants. Yves Henry reste par ricochet président de la SAS Open de Moselle, alors que Julien Bouter en demeure le directeur. Place désormais à l'aspect sportif de l'événement et à une 20e édition alléchante du 4 au 11 novembre prochain. Une 20e édition qui marquera également les 20 ans du tournoi messin. Moselle TV sera bien évidemment au cœur de l'événement pour vous le faire vivre de l'intérieur. Et il y a 5 ans, jour pour jour, ouvrait le centre commercial Best de Faré-Bersvillers. C'était le 11 avril 2018. 5 ans d'activité, dont une presque année de fermeture en raison du Covid. Un contexte économique difficile et des factures énergétiques gonflées, surtout pour la partie loisirs du centre. Mais Best semble avoir tiré son épingle du jeu avec actuellement 98 boutiques-restaurants en activité et une belle fréquentation permettant d'envisager prochainement la jauge de 5,5 millions de visiteurs. L'objectif du chiffre d'affaires est quasiment atteint avec encore 10 à 15% de flux supplémentaires à trouver. À côté de cela, il existe des projets d'extension que nous vous avions déjà détaillés sur cette antenne, à savoir Zest, dont les premiers coups de pioche devraient démarrer dans les prochains mois pour 15 millions d'euros. Il s'agit notamment d'une nouvelle zone de développement pour les entreprises, mais qui verra également naître un hôtel et un restaurant. À l'heure du tout numérique, quelle place occupent nos librairies dans notre quotidien? Avec près de 3500 enseignes indépendantes en France, les libraires misent tout sur la proximité et les conseils personnalisés. Et certains ont même choisi de lancer leur activité en dehors des grandes villes. Alors, Paris gagné, exemple au cœur de 2 librairies mosellanes. Nathalie Gonzalez a ouvert il y a 6 mois à Clouange sa propre librairie. Elle a réalisé son rêve en créant un espace de partage autour des livres, un lieu qui manquait à la commune. Déjà, c'était un rêve que j'avais depuis longtemps, d'ouvrir une librairie. J'étais enseignante avant, j'ai arrêté d'enseigner. Et puis, je me suis dit que c'était intéressant d'ouvrir dans un coin où il n'y a plus rien. En fait, ici, on est vraiment une zone où il n'y a plus de librairie indépendante depuis peut-être 15-16 ans. C'est vraiment un lieu d'échange, de partage. C'est ce que je voulais aussi, que les gens puissent se retrouver dans un endroit convivial, parler des livres, boire un café. La proximité et les conseils personnalisés, des critères très recherchés par les clients. Il y a toute cette proximité. On peut venir à pied, on peut acheter nos livres, on peut les commander s'ils ne sont pas là. Aujourd'hui, on se déplace un petit peu moins et on trouve ce qu'il faut dans nos villages. Et ça, c'est super. Ouais, mais c'était un chouette moment. De l'échange et des rapports humains, pour Claudine, c'est tout ce qui fait l'intérêt de ces librairies indépendantes. Je préfère avoir quelqu'un en face de moi, discuter, dire voilà, tiens, j'aimerais un livre, quelque chose de léger, je sais que tout de suite je vais être conseillée, mais ça me plaît. Voilà, et je leur fais confiance.
Idem pour Delphine Gratien qui a ouvert avec sa sœur la petite librairie à Ars-sur-Moselle. En 2 ans d'activité, elles se sont rendues compte qu'elles avaient toute leur place malgré la concurrence des grandes surfaces et des plateformes en ligne. On a cette chance de voir de voir notre clientèle déjà être très fidèle parce qu'on a vraiment des gens qui viennent très régulièrement en librairie, 1 à 2 fois par semaine. Ils savent que que les temps sont pas forcément faciles en librairie indépendante et il y a cette volonté de nous soutenir. Vous voyez, moi, ces plateformes-là, je pense c'est plus des concurrents pour nous que des grosses enseignes. Le prix du livre est le même partout, que ce soit en librairie ou sur Internet, depuis une loi de 1981, la loi Lang. Pour soutenir encore plus les commerces de proximité, une nouvelle loi a été votée en octobre 2022. Elle impose aux enseignes en ligne un minimal de 3 € pour les frais de livraison pour tout panier inférieur à 35 €. En travaux depuis juillet dernier, la cour de l'école primaire Paul Verlaine à Bon-Saint-Martin a une particularité. Elle a été imaginée par tous les élèves de l'établissement. Grâce à eux, la municipalité a financé ce nouvel espace éco-responsable, adapté à leurs besoins et ouvert également aux enfants de l'école maternelle mitoyenne. Les détails avec Jonathan Vaucher. L'espace classe extérieure, on va dire. Et on va mettre un tableau au mur, justement. Des récupérateurs d'eau, un hamac, des chaises longues, un potager ou encore des instruments de musique. Les 200 élèves du groupe Paul Verlaine qui ont élaboré cette cour en profitent depuis quelques mois. Chaque classe a dû imaginer la cour du futur, réaliser une maquette et ensuite toutes les idées ont été proposées au cabinet d'architectes qui en a retenu certaines. D'autres étaient un peu trop ambitieuses ou rêveuses pour les élèves. En plus d'être imaginée par les élèves, la cour est un modèle d'écologie avec des créations en bois ou encore un revêtement naturel recyclable qui a remplacé le bitume. L'eau ne stagne pas dessus, elle pénètre directement et elle est récupérée justement parce qu'il y a un grand espace là, un genre de puits quoi, où on puisse se récupérer toute l'eau de pluie. Les aménagements ont d'ailleurs inspiré d'autres écoles, une fierté pour la mairie. Je dirais pas en France, mais sur la région, je pense qu'on est précurseur de ce type de cours. Et à l'heure d'aujourd'hui, il faut rechercher la fraîcheur à tout prix. Donc on est enchanté de ça et tout le monde est enchanté de cette cour. Enchanté comme les enseignants qui parlent d'élèves plus apaisés à la récré et des utilisations multiples. C'est une autre utilisation, ils sont peut-être plus répartis, on va dire, dans l'espace. Et il y a un grand succès pour le hamac, ça c'est sûr. En plus des parents et des élèves, la cour du futur commence à faire parler d'elle dans la commune. Aussi bien des parents d'élèves de l'école, pour vivre ça au quotidien quand ils déposent leurs enfants, mais aussi de personnes qui habitent dans le quartier, qui n'ont pas forcément de lien direct avec l'école, mais qui nous disent que la cour paraît super en la voyant en passant dans la rue, en ayant entendu parler. Donc on a un retour globalement des gens du quartier et de la commune très très positif par rapport à cette cour. Coût total des travaux, 495 000 €, dont la participation de la commune s'élève à 22 %. L'inauguration est prévue le 2 juin prochain. Allez, on s'intéresse maintenant à l'emploi dans le Grand Est et au circuit court. C'est l'heure de la rubrique éco avec le journal économique Eurométropole de Metz et Moselle sans limite. Et pour démarrer cette chronique, un point sur l'emploi dans le Grand Est qui reste stable. Au 4e trimestre 2022, le chômage a atteint son niveau le plus bas depuis 2008, mais reste localement élevé. Par exemple, dans la zone d'emploi de Forbach avec 10,9 %. L'intérim, quant à lui, a pris 0,6 % sur la même période. D'octobre à décembre 2022, 16 800 entreprises se sont créées dans la région, et notamment des micro-entreprises. Des données recensées par l'INSEE. Les circuits courts sont-ils la clé pour une économie plus stable et pérenne ? C'est en tout cas un des axes des priorités du département de la Moselle, désireux d'accompagner le monde agricole. Il y a quelques mois, une coopérative est née visant à valoriser la laine de mouton local en la transformant notamment en matériaux d'isolation. C'est un reportage de Jean Milon. Autrefois, elle constituait la principale source de revenus des éleveurs ovins. Aujourd'hui, la laine est trop peu utilisée par l'industrie française. En cause, l'invention des fibres synthétiques au cours du XXe siècle, moins coûteuses à produire.
Hier, ça valorisait entre 1 € et 1,50 € le kilo. Aujourd'hui, ça redescend dans les 20 centimes. Et le projet Moselaine, oui, c'est de revaloriser la laine à hauteur de 2,50 € le kilo, quoi, pour valoriser le travail un minimum et le chantier, les coûts qui sont en face, quoi. À Beu, Daniel a adhéré tout de suite au projet. L'idée, collecter la laine locale pour la transformer en feutre et en matériaux d'isolation. Après la collecte, la laine brute doit être lavée. Objectif, se débarrasser des matières organiques, minérales ou végétales, comme par exemple la paille ou encore les graines. C'est ici à Battaville, lieu hors norme construit pour chausser la planète, que l'usine Moselaine verra bientôt le jour. C'est ce bâtiment qui a retenu notre attention sur le site de Battaville parce qu'il a une capacité énorme en termes d'implantation. C'est un bâtiment qui est ouvert, sans poteau au milieu, et ce qui veut dire que notre ligne de production qui est longue, qui est très linéaire, va pouvoir facilement s'adapter et s'implanter sur ce bâtiment. L'ouverture est prévue en 2024. L'objectif est clair, redonner à la laine sa véritable valeur. Aujourd'hui, la quasi-totalité de la production lainière française, environ 14 000 tonnes, est exportée en Asie pour y être transformée notamment en articles textiles. Plus qu'un projet en accord avec les préoccupations environnementales actuelles, Moselaine veut également créer du lien social. Et pour pouvoir aujourd'hui garantir le prix à nos éleveurs, garantir le fait qu'on utilise vraiment la laine locale, il fallait absolument que ce soit les éleveurs qui soient aux manettes. On a encore un savoir-faire, nos couturières là, de Battaville qui sont sur place, et donc on imagine même faire de la prestation au bout de la confection plutôt en bout de chaîne, avec des semelles, avec des tapis de sel, et puis peut-être faire des ateliers avec de la réinsertion sociale. Pour montrer l'exemple, Stéphane, éleveur et fer de lance du projet, a réalisé l'isolation extérieure de sa mairie à Richicourt-le-Château avec de la laine locale, une première en France. Donc là on a la laine de mouton de Moselaine, donc la production qui est faite à Richicourt-le-Château. On a reproduit ce qu'on fait avec du bâtiment neuf sur le bâtiment traditionnel. On ne pourrait pas deviner une fois que c'est terminé que c'est des produits biosourcés, mais là derrière vous avez exclusivement du bois et de la laine de mouton. Si le feutre et les matériaux d'isolation resteront le cœur d'activité de l'usine de Battaville, certaines laines offrent d'autres perspectives. Toutes les races de laine doivent être valorisées. Donc certaines races sont plus destinées au fil. Donc on a un marché pour faire des chaussettes et puis également des bonnets. En tout, 3,4 millions d'euros ont été investis dans Moselaine. Pour l'instant, la coopérative regroupe une centaine d'éleveurs sur le Grand Est. En sport maintenant, le tennisman messin Hugo Humbert n'a pas fait long feu et est passé par toutes les émotions aujourd'hui lors du premier tour du Masters 1000 de Monte-Carlo. Pour son premier tournoi de la saison sur terre battue, il a été éliminé dès le premier tour par l'Italien Lorenzo Sonego, le dernier vainqueur du Moselle Open et 45e joueur mondial. Le messin peut nourrir des regrets car il a obtenu 4 balles de match face à l'Italien avant de s'incliner 6-3, 5-7, 5-7 après 3 heures d'un véritable bras de fer. Cette défaite frustrante est tout de même de bon augure à quelques encablures de Roland Garros. Et on va continuer avec une nouvelle rencontre sportive que Moselle TV vous propose de suivre ce soir à partir de 20h25. Le match de la 25e journée de Pro League entre Sarrebourg Moselle Sud Handball et Bordeaux-Bruges Lormont Handball. Les deux équipes sont à égalité à la 10e place et restent sur une défaite le week-end passé. Les Yellow Fox auront à cœur de renouer avec le succès et d'enchaîner, surtout à domicile après leur dernière remontada face à Valence. C'est une rencontre à suivre donc ce soir avec Jean-Yves Schaff et Arnaud Demerlet. Après un clap d'argent remporté l'édition passée, les élèves du lycée Tessier de Bitche visent un clap d'or pour le concours vidéo « Je filme le métier qui me plaît ». Cette année, les élèves de seconde ont réalisé un documentaire expliquant le métier de tailleur de verre au cœur des cristalleries de Saint-Louis. Et la vidéo semble bien partie avec fin mars, plus de 300 vues et 160 j'aime sur les réseaux sociaux. Regardez. Lors de ma première journée aux Cristalleries Saint-Louis, je ne parvenais pas à imaginer ce que représentait l'acte de tailler. Je pensais, comme tout le monde, à tort, que les employés taillaient avec un stylet. Ces élèves de seconde générale sont en train de visionner leur mini-documentaire.
Le lycée Tessier participe cette année encore au concours Je filme le métier qui me plaît. Les élèves doivent réaliser une vidéo de 3 minutes dans laquelle ils présentent un métier. Le concours cherche à mettre à l'honneur la créativité et à faire découvrir des métiers aux élèves de collège et de lycée. Cette année, les 6 élèves participants ont choisi de parler du métier de tailleur dans les cristalleries Saint-Louis avec lesquelles le lycée a un partenariat depuis 4 ans. Il a fallu réfléchir ensuite à la manière dont on voulait présenter ce métier, c'est-à-dire réfléchir au scénario. Il y a eu ensuite la phase de tournage où on est allé sur site pour faire des prises de vue et des prises de son. Et à la fin, donc la plus grosse partie en réalité, ça a été le travail de post-production, donc le montage. Les lycéens ont été encadrés dans la réalisation du projet par la documentaliste du lycée et par un artiste plasticien. Mon rôle, c'est d'accompagner les élèves dans ce projet. Aussi un rôle un peu de formateur en fait, parce que pour la plupart, ils n'ont pas l'habitude de filmer. Ils n'ont pas l'habitude non plus de faire du montage, pas l'habitude de faire de l'étalonnage, pas l'habitude non plus de faire un film tout simplement. Les élèves ayant réalisé la vidéo ont acquis de nouvelles compétences et sont fiers de leur travail. C'était déjà impressionnant parce que moi, je n'avais jamais fait de la vidéo. Et donc, c'était la première fois que j'utilisais des outils techniques pour en faire. Et donc, c'était vraiment bien et amusant, je trouve. C'était plutôt marrant et amusant, mais aussi très intéressant car on rencontre plusieurs domaines, surtout quand on voit la taille, comment c'est fait. Et tout ce qui est montage, etc., des choses qu'on ne voit généralement presque pas. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 25 mai prochain à Paris. Mais aujourd'hui, c'est une autre date qui nous intéresse. En ce 11 avril, place à la journée mondiale autour de la maladie de Parkinson. On en parle avec notre invité du jour. Evelyne Briois, bonsoir. Je rappelle que vous êtes la déléguée du comité 57 France Parkinson en cette journée mondiale pour sensibiliser la population à cette maladie. Comment pourrait-on la décrire justement ? On a l'habitude de dire que chacun a son Parkinson. C'est très différent selon les personnes. Simplement, on dit que c'est la maladie de la lenteur, de la rigidité et des tremblements au repos. Mais 30% des personnes seulement ont des tremblements. On l'associe trop souvent au tremblement et ce n'est pas que la maladie du tremblement. Donc tous les symptômes ne sont pas pour la même personne et c'est très variable, c'est ça que vous nous expliquez. Exactement. C'est à quel moment de sa vie qu'on peut être touché par le Parkinson ? Alors, soit on dit le diagnostic et le début de la maladie, mais souvent la maladie existe avant. Et ça, c'est une des difficultés. La science progresse et il y a maintenant des tests sanguins qui permettent déjà de trouver les facteurs de cette maladie. Alors avec 25 000 nouveaux cas détectés chaque année, nous n'avons toujours pas de traitement curatif. Il n'y a toujours pas de traitement en capacité d'éradiquer définitivement cette maladie. Alors il existe quoi finalement pour ces malades ? Alors il existe deux choses. Il y a effectivement des traitements thérapeutiques qui vont de la dopamine et ensuite sur le cerveau où on agit directement par stimulation. Donc il y a plusieurs stades évidemment. Il y a aussi des médicaments. Simplement, elles ne sont pas sans effet secondaire. Et nous, notre rôle aussi est d'accompagner pour mieux vivre cette maladie. Alors justement, au comité 57 France Parkinson, vous avez plusieurs missions ou c'est que de l'accompagnement ? Alors on a plusieurs missions. Bien sûr, on a de sensibiliser le public sur ce qu'est la maladie, parce que un certain nombre de professionnels n'ont pas été formés spécifiquement à prendre en compte le malade. Lorsque, par exemple, une infirmière peut constater qu'un malade bloque, elle peut considérer qu'il ne fait pas ce qu'on lui demande. En réalité, c'est vraiment la maladie qui l'empêche d'agir parce que son cerveau veut bien, mais son corps ne répond pas, puisque on a un problème au niveau des synapses où la commande ne passe pas. Donc, notre rôle est d'informer sur cette maladie. On forme les infirmières, les aides-soignantes, et puis on essaye aussi de sensibiliser les médecins de ville, les médecins, alors les neurologues qui nous aident aussi dans la préparation de notre journée, mais il y a aussi les kinés
et les orthophonistes. Il faut quand même savoir que on a le problème de la maladie, on a presque 2/3 de personnes qui n'ont pas encore accès à des kinés et de l'orthophonie. C'est compliqué, c'est une prise en charge spécifique. Et puis la prise en charge par les neurologues, en fonction de leur disponibilité, c'est un rendez-vous tous les 6 mois. Or, la maladie évolue quelquefois de façon plus rapide. Et qui dit aussi population vieillissante, dit plus de cas ? Ah oui, plus de cas, oui, parce que la détection, effectivement, les médecins traitants approfondissent plus la question quand elles n'ont pas identifié d'autres causes. Pour marquer cette journée de sensibilisation, vous avez prévu avec le comité ce 13 avril, ce jeudi 13 avril, des conférences toute la journée de 10h à 18h autour de cette maladie. L'une des thématiques particulièrement intéressantes, même si elles le sont toutes bien sûr, c'est le focus sur une plateforme qui s'appelle Répit 57. En quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Répit 57, c'est une plateforme téléphonique qui a été mise en place par la Fondation Bompard et qui offre une prise en charge de courte durée, mais qui justement donne un répit aux personnes aidantes pour pouvoir effectuer des actes qui sont nécessaires pour toutes les familles. Donc la personne atteinte de Parkinson est prise en charge pour une journée, une demi-journée. Alors effectivement, on voudrait qu'il y ait beaucoup de disponibilité qui correspondent aux besoins. Nous avons 200 adhérents. Donc évidemment, les sollicitations de la plateforme Répit est importante, mais il faut des ressources pour ça. Alors, si vous ne pouvez pas vous déplacer pour ces conférences qui affichent déjà complet, même si vous m'avez dit hors antenne que vous trouverez peut-être un petit peu de place pour accueillir. On a 80 personnes déjà. Vous pouvez donc devenir adhérent au comité ou faire un don en ligne ou par chèque. Vous avez les contacts utiles qui vont s'afficher en bas de votre écran, le téléphone et le mail pour prendre contact avec le comité. Toutes les informations sont à retrouver bien évidemment sur le site internet. Merci beaucoup d'avoir partagé notre plateau et à bientôt. Merci à vous. Et pour terminer notre édition ce soir, place à une bonne nouvelle, car ce n'est pas tous les jours qu'un parieur mosellan gagne une belle somme. C'était le cas ce lundi pour un Hayangeois qui a remporté 250 000 € au Quintet Plus en ne misant que 2 €. Somme remportée car il a pu trouver l'ordre d'arrivée exact des 5 premiers chevaux lors d'une course hippique sur l'hippodrome de Longchamp ce dimanche. Le PMU a indiqué dans un communiqué que cet habitant d'Hayange entrait dans la catégorie des grands gagnants, comme 4 autres participants de Moselle en 2022. Alors certes, une belle récompense, mais qui ne doit pas vous faire oublier que jouer comporte des risques. Pour être aidé, vous pouvez appeler le 09 74 75 13 13. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Pour la suite de votre programme, Mathieu Anquinet vous attend pour Moselle Sport dans quelques minutes, suivi de 100% jeunesse. N'oubliez pas le match de handball dès 20h25. Moselle TV vous fait vivre en direct la rencontre entre Sarrebourg et Bordeaux. Très belle soirée et à demain.